Stephen, peut-être. I put my characters through struggles as well, but probably not sadistic like this guy. My main character, who's in the first trilogy, he goes through a lot of challenges, and I'm interested as well in the psychological impacts of what happens to a character. As you said, there are no more caricatures of people, so when someone goes through something very difficult, I think about it in modern terms. So that my first book, Battle Mage, is all about a war, and if there were soldiers today, you'd think about post-traumatic stress disorder. You know, they come back from war, and how do they cope? And if you stay in a struggle a long time, how do they cope? And as you said, it's the internal struggles of what the impact can be. So I'm writing realistically within the confines of my own universe, but I don't torture them. Bon. Moi aussi, je fais passer mes personnages à travers des luttes, des épreuves, mais je suis pas aussi sadique que Gabriel Katz. Moi, je le fais pas de cette manière-là. Mais voilà, effectivement, dans ma première trilogie, j'ai un personnage qui subit effectivement plusieurs luttes. Mais effectivement, comme on disait, je trouve ça très bien qu'on ait de moins en moins de personnages qui sont effectivement simplement des caricatures qui sont un petit peu plus complexes. Et dans mon premier volume, ça parle effectivement plutôt de la guerre, et pour ça je vais m'inspirer de choses qui sont des luttes modernes, comme par exemple on pense au stress post-traumatique après les combats, etc. Donc moi je me base sur des éléments réalistes, mais que ensuite je reporte dans les confins de mon univers, mais je ne passe pas par la torture. Stephen Ariane, quand même, et sans spoiler trop, vous avez un groupe de personnages qui envoient des vertes et des pas mûres et qui sont vos dieux. Eux, vous les faites vraiment beaucoup souffrir. Alors, on n'en dit pas trop, mais quand même un tout petit peu. Ils sont dans un chaos mental. Yes, so in my first trilogy, people are born with magic, and then again, it's something that you have. Some people want it, and some people don't, and you have to then learn to cope with it. It's not something you can get rid of. So some people embrace power and use it, whether it's in political or religious. In my case, it's also magic power. It's how you cope with that, and some people just don't want it. They want to get rid of it. And it causes a lot of internal struggles, whereas some people will take it and run and can become very dangerous with magic. So I have lots of different perspectives that I explore through several characters. Oui, dans ma première trilogie, les gens en fait naissent avec la magie. Donc certains l'accueillent, certains la veulent, d'autres ne la veulent pas. Mais c'est en fait quelque chose dont on ne peut pas se débarrasser. Donc de la même manière qu'il y a le pouvoir religieux, économique, etc., chez moi, il y a le pouvoir magique, et donc effectivement, on ne peut pas s'en débarrasser. Et ça donne lieu du coup à des luttes internes parmi les gens qui l'ont, qui ne voudraient pas l'avoir, ceux qui ne l'ont pas, mais qui voudraient la posséder. Et au final, on arrive à des choses assez dangereuses, et ça permet de voir, notamment dans mon premier livre, ces choses-là sous différentes perspectives. Dans l'Empire du Léopard, moi, il y a deux personnages avec lesquels vous n'êtes pas très tendre, Emmanuel Chastelière, et qui en même temps sont absolument fascinants, parce qu'ils sont chacun aux opposés l'un de l'autre, et en fait, chacun fait le chemin inverse de l'autre. Et je pense donc à Cérès, d'une part, qui vient du Coronado, qui est une envahisseuse, et à Camélia, d'autre part, qui, elle, est une indigène. Chacun fait un chemin inverse. Oui, c'est vrai.
Je voudrais tout d'abord juste préciser que moi aussi j'aime beaucoup mes personnages, mais je sais pas ce qui se passe, peu importe ce que j'écris, à un moment ou à un autre, ça dérape et après je passe mon temps à m'excuser du sort que je leur inflige. Donc j'en profite pour faire mes excuses publiques à leur égard. Oui, concernant ces deux personnages, bah, c'est vrai qu'effectivement, Camélia, c'est une indigène qui a été sauvée justement du sort qui lui était promis justement à cause de la religion. Et elle se retrouve quelques temps plus tard à intégrer les rangs du régiment, sauf que évidemment elle n'est pas forcément très bien accueillie par ses nouveaux camarades. Et oui, c'est vrai qu'on suit son évolution et comment elle essaie aussi de se reconstruire, vu que le personnage a aussi subi on va dire, des scarifications pour faire court. Et du coup, voilà, il y a aussi son image, l'image qu'elle renvoie ou qu'elle pense renvoyer aux yeux des autres, qui lui pèse beaucoup. Et c'est vrai que de l'autre côté, on a Cérès qui était donc une brillante tacticienne qui se retrouve presque dans cette colonie envoyée comme en exil, même si c'est un exil qui ne porte pas son nom, et qui va devoir justement là aussi se reconstruire malgré, on va dire, une certaine amertume étant donné ce qui lui est arrivé et ce qu'elle considère évidemment comme une injustice à la base. Et c'est vrai, j'ajouterais peut-être le personnage de Philomé, qui est donc le vice-roi de la colonie, on va dire, pour faire vite, et qui est quelqu'un qui, pour le coup, essaye de contenter tout le monde, c'est-à-dire, il aimerait que finalement, de cette colonie émerge finalement une troisième voie, une nouvelle civilisation qui réussisse à marier les deux, donc les envahisseurs et les peuples indigènes. Et du coup, c'est vrai que lui, pour le coup, son chaos intérieur vient peut-être de la perte peu à peu de ses illusions, où il se rend compte lui-même qu'il n'est pas à la hauteur de sa tâche, c'est-à-dire qu'il veut bien faire, mais il n'est pas capable d'assumer sa fonction, en somme, voilà. Et là, lui aussi, je pense qu'il a un destin pas facile.